Au sommet d'un hôtel luxueux, le destin d'un homme change en croisant une enfant aux yeux qui voient au-delà. Son avertissement silencieux empêche une tragédie et déclenche un voyage mêlant mystère, perte et révélation. Chaque dessin de la fillette dévoile des fragments d'un passé effacé par des mensonges. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. La nuit tombait sur Paris comme un voile de soie noire, enveloppant les lumières scintillantes de la ville dans une étreinte mystérieuse. Laurent Delacroix, homme d'affaires influent dans le secteur de l'immobilier de luxe, franchit les portes tournantes du Crillon, l'un des palaces les plus prestigieux de la capitale française. Son visage, marqué par l'épuisement d'une journée interminable de négociations, reflétait la fatigue qui s'était installée dans chaque fibre de son corps. « Bonsoir, monsieur Delacroix », le salua le concierge avec déférence. « Votre suite à la mansarde est prête. » Laurent hocha simplement la tête, trop exténué pour engager une conversation. À 52 ans, il avait bâti un empire immobilier qui s'étendait de Paris à la Côte d'Azur. Mais ce soir, tout ce qu'il désirait était le confort de son lit et un verre de cognac pour apaiser ses nerfs tendus. L'ascenseur en bois, précieux, l'emporta vers les étages supérieurs dans un silence feutré, interrompu seulement par le doux tintement, annonçant chaque palier. Le couloir de l'étage supérieur était désert, plongé dans une semi-pénombre élégante. Ses pas s'étouffaient dans l'épaisseur du tapis alors qu'il avançait vers sa suite, la 701, située à l'angle du bâtiment avec vue sur la place de la Concorde. Il cherchait déjà sa carte magnétique dans la poche de son costume l'envie lorsqu'une présence inattendue le figea sur place. Une petite silhouette était recroquevillée contre le mur, à quelques mètres de sa porte. Une enfant, une fillette d'une dizaine d'années, vêtue d'habits visiblement usés et trop grands pour elle. Ses cheveux châtains encadraient un visage pâle où brillaient deux yeux sombres, immenses, presque irréels dans leur intensité. « Monsieur », murmura-t-elle d'une voix à peine audible, « n'entrez pas. Ils vous attendent derrière cette porte. » Laurent fronça les sourcils, partagés entre l'agacement et la perplexité. Comment cette enfant avait-elle pu accéder à cet étage? Réservé. Et que signifiait cet avertissement étrange? « Petite, tu ne devrais pas être ici, » commença-t-il d'un ton qu'il voulait ferme mais pas menaçant. « Où sont tes parents ?» La fillette ne répondit pas à sa question. Elle se contenta de fixer la porte de la suite avec une expression grave qui semblait déplacée sur un visage aussi jeune. « Ils vont vous prendre, » insista-t-elle en chuchotant. « Écoutez. » Malgré lui, Laurent tendit l'oreille. D'abord, il n'entendit rien d'autre que le ronronnement lointain de la climatisation. Puis, un bruit subtil attira son attention, un craquement furtif comme celui d'un plancher sous un pas discret. Puis un autre. Quelqu'un se déplaçait dans sa suite, avec précaution. Son instinct se réveilla brutalement. En 25. En de carrière dans les hautes sphères financières, il avait développé un sixième sens pour le danger, et à cet instant précis, tous ses sens étaient en alerte. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à la fillette, sa voix désormais réduite à un murmure. « Mathilde » répondit-elle simplement, ses grands yeux ne quittant pas les siens. « Mathilde Rousseau » Laurent jeta un regard vers les caméras de surveillance qui jalonnaient le couloir. Les petites lumières rouges qui indiquaient habituellement leur fonctionnement étaient éteintes. Ce n'était pas normal. La sécurité du Crillon était réputée infaillible. « Viens avec moi », décida-t-il en tendant la main vers Mathilde. « Nous devons descendre, maintenant. » La fillette glissa sa petite main dans la sienne sans hésitation, comme si elle avait anticipé cette décision. Ils s'éloignèrent rapidement vers l'escalier de service, évitant délibérément l'ascenseur principal. Laurent pouvait sentir son cœur battre contre ses côtes, tandis qu'il descendait les marches en silence. Mathilde le suivait avec une agilité surprenante, sans poser de questions, sans manifester la moindre crainte. Dans le hall inférieur, moins fréquenté que le lobby principal, Laurent trouva un téléphone interne et contacta immédiatement le responsable de la sécurité. En quelques phrases brèves, il expliqua la situation. Le visage du responsable pâlit visiblement. « Les caméras ont été désactivées. Il y a exactement 7 minutes, monsieur Delacroix, » confirma-t-il après vérification. « Nous n'avons reçu aucune alerte. C'est techniquement impossible sans code d'accès interne. »
Appelez la police, ordonna Laurent, et assurez-vous que personne n'utilise les ascenseurs ou n'accède aux escaliers principaux. Pendant que le personnel de sécurité s'activait, Laurent conduisit Mathilde vers un petit salon privé réservé aux clients VIP. La fillette s'installa dans un fauteuil de velours bordeaux, ses pieds ne touchant pas le sol. Elle semblait étrangement à l'aise, presque détachée de l'urgence de la situation. « Comment savais-tu » demanda enfin Laurent, étudiant attentivement le visage de l'enfant. « Comment savais-tu qu'il y avait des gens dans ma chambre » Mathilde haussa légèrement les épaules, un geste qui paraissait trop adulte pour son âge. « Je vois des choses parfois, avant qu'elles n'arrivent. » Laurent n'était pas un homme superstitieux. Sa vie était gouvernée par les chiffres, les contrats, les faits concrets. Pourtant, il ne pouvait nier l'évidence. Cet enfant l'avait averti d'un danger bien réel. « Où habites-tu? Avec qui ?»« Avec ma grand-mère, » répondit Mathilde en acceptant la tasse de chocolat chaud qu'un serveur venait de lui apporter. À Montmartre, dans un petit appartement près du Sacré-Cœur. Elle but une gorgée de chocolat, laissant une légère moustache brune au-dessus de sa lèvre supérieure. Ce détail enfantin contrastait étrangement avec son comportement posé. « Ta grand-mère doit s'inquiéter, » remarqua Laurent. « Non, » répondit Mathilde avec une certitude tranquille. « Elle sait que je suis en sécurité. Je lui ai dit que je devais aider quelqu'un ce soir. » Cette réponse troubla davantage Laurent. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, le responsable de la sécurité revint, accompagné de 2 policiers en uniforme. « Monsieur Delacroix, » annonça l'un des agents, « nous avons sécurisé votre suite. Effectivement, il y avait 2 individus à l'intérieur. Ils ont été appréhendés. Qui sont-ils? Que voulaient-ils? » Ils refusent de parler pour l'instant. Mais d'après nos premières constatations, il s'agissait vraisemblablement d'une tentative d'enlèvement. Ils avaient sur eux des liens, du ruban adhésif et un plan détaillé de l'hôtel avec les itinéraires de sortie marqués. Laurent sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Un enlèvement. Ces hommes n'étaient pas de simples cambrioleurs. « Il faudra que vous veniez faire une déposition, » poursuivit le policier. « Mais pas nécessairement ce soir. Nous pouvons vous offrir une protection en attendant que la situation soit éclaircie. » Laurent acquiesça distraitement, son regard revenant vers Mathilde, qui observait la scène, qu'avec un calme déconcertant. « Et la petite ?» demanda le second policier. « Elle est avec vous ?» Laurent hésita un instant. « C'est compliqué. Elle m'a prévenu du danger. Je pense qu'elle devrait rester sous protection également, au moins pour cette nuit. » Les formalités prirent plus d'1 heure. Laurent refusa de retourner dans sa suite et demanda qu'on lui prépare une autre chambre, plus discrète. Il insista, également pour que Mathilde reste à l'hôtel, sous sa responsabilité provisoire, le temps de contacter sa grand-mère et de s'assurer que la fillette ne courait aucun danger. Lorsqu'ils entrèrent finalement dans la nouvelle chambre, plus petite mais tout aussi luxueuse que la suite, Mathilde se dirigea immédiatement vers le bureau. Elle prit une feuille de papier et des crayons disposés sur le sous-main. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Laurent, intrigué. « Je dois dessiner » répondit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. Laurent l'observa en silence, tandis qu'elle traçait des lignes sur le papier avec une concentration intense. Il était près de minuit, mais la fatigue semblait avoir déserté le corps de l'enfant. Ses petits doigts s'activaient avec précision, esquissant ce qui semblait être un visage. Progressivement, les traits prirent forme. Un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes, au regard perçant. Un visage que Laurent n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Un visage qu'il avait tenté d'effacer de sa mémoire. « Victor », murmura-t-il, sentant son estomac se nouer brutalement. Mathilde leva les yeux vers lui, ses pupilles dilatées comme si elle émergeait d'une transe. « C'est lui qui veut vous faire du mal, » dit-elle doucement. « Il vous cherche depuis longtemps. » Laurent s'assit lentement sur le bord du lit, le regard fixé sur le dessin. Victor Leroy, son ancien associé, son ancien ami. L'homme qui avait failli tout lui prendre, il y a bien longtemps. La nuit s'écoula lentement, rythmée par le bruissement des crayons sur le papier. Laurent n'avait pas réussi à trouver le sommeil, trop perturbé par les événements de la soirée et par la présence énigmatique de cet enfant qui semblait lire dans son passé comme dans un livre ouvert. Mathilde, quant à elle, avait fini par s'endormir sur le canapé,
entourée de ses dessins comme une artiste épuisée après une nuit d'inspiration frénétique. Au petit matin, Laurent se leva discrètement et examina les créations de la fillette. Il y avait maintenant une dizaine de feuilles étalées sur la table basse. Chacune représentait des fragments de sa vie qu'une enfant de cet âge ne pouvait pas connaître. Son ancien bureau à Saint-Germain-des-Prés, avec la disposition exacte des meubles tels qu'ils étaient 20 ans auparavant, la maison de campagne en Provence où il passait ses étés de jeunesse, et surtout plusieurs portraits de Victor à différentes époques de leurs relations. Mais ce qui frappa Laurent plus que tout, ce fut un dessin placé un peu à l'écart des autres, le portrait d'une jeune femme au sourire lumineux, aux yeux en amande et aux longs cheveux ondulés encadrant un visage d'une beauté saisissante. « Élodie », murmura-t-il, sentant une vieille douleur se réveiller dans sa poitrine. « C'est elle que vous cherchez », dit la voix de Mathilde derrière lui. Laurent se retourna. La fillette était assise sur le canapé, ses cheveux en bataille, mais son regard aussi lucide que la veille. « Comment peux-tu savoir cela ?» demanda Laurent, la gorge serrée. « Comment peux-tu connaître Élodie ?» Mathilde pencha légèrement la tête sur le côté, comme si elle écoutait une voix que lui seul pouvait entendre. « Je ne la connais pas, » répondit-elle simplement. « Je la vois, elle est importante. Elle tient quelque chose qui vous appartient. » Laurent s'assit lentement face à l'enfant, tentant de maîtriser le tremblement de ses mains. Élodie Beaumont, son premier amour, sa plus grande blessure. Ils s'étaient rencontrés à l'université, deux étudiants brillants en économie, promis à un avenir radieux. Leur histoire avait été passionnée, intense, jusqu'à ce que Laurent reçoive une bourse pour étudier aux États-Unis. Ils avaient prévu de maintenir leur relation à distance, de s'écrire, de se retrouver pendant les vacances. Les premiers mois, leurs échanges avaient été réguliers, vibrants d'amour et de projets communs. Puis, progressivement, les lettres d'Élodie s'étaient espacées, devenant plus froides, plus distantes. La dernière qu'il avait reçue annonçait qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle préférait ne plus maintenir de contact. Laurent avait été dévasté. Il n'était jamais retourné la voir, trop fier, trop blessé. « Élodie fait partie de mon passé », dit-il finalement à Mathilde. « Elle a fait son choix il y a longtemps. » La fillette secoua la tête avec une conviction tranquille. « Non, c'est lui qui a tout changé. » Elle pointa du doigt le portrait de Victor. Il a pris les lettres. Il a menti. Laurent sentit un frisson parcourir son échine. Quelles lettres? De quoi parles-tu? Au lieu de répondre directement, Mathilde se leva et prit une nouvelle feuille de papier. Elle se mit à dessiner rapidement, ses petits doigts guidés par une force invisible. En quelques minutes, l'image d'une boîte en bois sculptée prit forme sous les yeux stupéfaits de Laurent. « Ma boîte à souvenirs », souffla-t-il. « Comment peux-tu connaître cette boîte? Elle est dans mon coffre-fort, dans ma résidence principale. Personne ne l'a vue depuis des années. »« Il y a des lettres cachées dedans, » affirma Mathilde. « Sous le fond. »« Des lettres qu'elle vous a écrites, des lettres que vous n'avez jamais lues. » Le téléphone de la chambre sonna, interrompant cet échange troublant. C'était le directeur de l'hôtel, informant Laurent que la police souhaitait s'entretenir avec lui au sujet des événements de la veille. Il y avait également un message de son assistant personnel signalant plusieurs appels urgents de ses partenaires commerciaux. « Je dois régler quelques affaires », expliqua Laurent à Mathilde après avoir raccroché. « Tu vas rester ici pendant que je descends. Je vais demander qu'on t'apporte un petit déjeuner. »« Je peux venir avec. »« Vous ?» proposa la fillette. « Je sais être discrète. » Laurent hésita. L'idée de laisser cet enfant seul dans la chambre le mettait mal à l'aise, mais l'emmener à une réunion avec la police semblait tout aussi inapproprié. « Ta grand-mère doit s'inquiéter, » dit-il finalement. « Nous devons la contacter. »« Grand-mère Clotilde sait où je suis, » répondit Mathilde avec cette même assurance déroutante. « Elle comprend quand je dois partir. »« Tu as un numéro où je peux la joindre ?» Mathilde récita un numéro de téléphone que Laurent nota soigneusement. Il promit de l'appeler immédiatement après sa réunion avec la police. Dans le petit salon privé du rez-de-chaussée, l'inspecteur Bernard Mercier attendait, accompagné d'une jeune femme en tailleur strict qui se présenta comme lieutenant, Juliette Fabre. Leur rapport préliminaire confirma les soupçons de Laurent. L'opération avait été minutieusement planifiée. « Les deux hommes appréhendés sont des professionnels », expliqua l'inspecteur. « Ils refusent de parler,
Mais nous avons trouvé sur eux des téléphones prépayés. Les relevés montrent des communications avec un numéro basé à l'étranger, en Suisse plus précisément. « Avez-vous identifié ce numéro ?» demanda Laurent, pensant immédiatement à Victor. « Pas encore, mais nos collègues suisses y travaillent. Ce qui nous intrigue, c'est que rien n'a été volé dans votre suite. Vos objets de valeur, votre ordinateur, tout est intact. Ces hommes n'étaient manifestement pas là pour un cambriolage. Ils voulaient m'enlever, confirma Laurent, la gorge serrée. C'est notre hypothèse principale. Voilà qui est ça, la lieutenant Fabre. Mais cela soulève une question. Qui aurait intérêt à vous faire disparaître, monsieur Delacroix? Avez-vous des ennemis? Des concurrents particulièrement vindicatifs? Laurent resta silencieux un moment. L'image de Victor s'imposa à son esprit. Leur amitié devenue rivalité, puis haine viscérale. La trahison qui avait détruit leur société commune il y a près de 20 ans. Victor avait tout perdu dans le scandale financier qui avait suivi, réputation, fortune, relations. Il avait quitté la France peu après, jurant vengeance. Il y a quelqu'un, admit finalement Laurent, un ancien associé avec qui j'ai eu des différends importants. Victor Leroy, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait en Suisse. Les deux policiers échangèrent un regard. « Nous vérifierons cette piste », promit l'inspecteur. « En attendant, nous vous conseillons vivement de renforcer votre sécurité personnelle. Ces hommes n'agissaient probablement pas seuls. » Après leur départ, Laurent regagna sa chambre, l'esprit en ébullition. Mathilde l'attendait, assise à la table, en train de déguster des crêpes au chocolat. Elle avait réuni tous ses dessins en une pile soignée, à l'exception d'un nouveau croquis qui trônait devant elle. « J'ai appelé ta grand-mère », annonça Laurent. « Elle était effectivement au courant de ton absence. Elle m'a donné son autorisation pour que tu restes avec moi aujourd'hui, mais elle souhaite que tu rentres ce soir. » Mathilde hocha simplement la tête, comme si cette information n'avait rien de surprenant. « Qu'est-ce que tu as dessiné ?» demanda Laurent en s'approchant. La fillette poussa le papier vers lui. C'était le croquis d'un petit immeuble ancien, typique des quartiers populaires de Paris, avec une façade étroite et des volets en bois peint en bleu délavé. « C'est là qu'elle habite maintenant, » expliqua Mathilde, « dans la maison aux volets bleus. »« Qui ?» ?»« Élodie. Elle a besoin de vous. » Laurent sentit son cœur manquer un battement. « Tu sais où vit Élodie? Tu l'as déjà vue ?» Mathilde secoua la tête. « Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je sais qu'elle est là-bas, à Saint-Denis, dans la rue des Lilas. Elle vous attend depuis très longtemps. » Le ton de l'enfant était si convaincu, si empreint de certitude, que Laurent se surprit à envisager sérieusement cette possibilité. Et si Élodie était réellement à Paris? Et si, comme le suggérait Mathilde, toute leur histoire n'était qu'un tissu de manipulation orchestré par Victor? « Pourquoi devrais-je te croire ?» demanda-t-il doucement. « Comment puis-je savoir que ce ne sont pas des histoires que tu inventes ?» Mathilde le regarda droit dans les yeux, avec cette gravité qui paraissait si étrange sur son visage d'enfant. « Parce que vous savez déjà que je dis la vérité. Je vous ai sauvé hier soir. » Et puis, elle hésita, avant d'ajouter, d'une voix plus basse, « Vous avez toujours le bracelet, n'est-ce pas? Celui avec la petite étoile en argent. Vous le gardez dans votre portefeuille. » Laurent blêmit. Le bracelet. Le délicat bracelet en argent qu'Élodie lui avait offert la veille de son départ pour les États-Unis. Un bijou sans grande valeur marchande, mais d'une valeur sentimentale inestimable. Il l'avait effectivement conservé toutes ces années, glissé dans un compartiment secret de son portefeuille. Personne, absolument personne, ne connaissait l'existence de ce bracelet. Comment peux-tu... Mais il n'acheva pas sa question. Une certitude s'imposait désormais à lui. Cet enfant possédait un don inexplicable, troublant, mais bien réel. « Très bien, » décida-t-il en prenant une profonde inspiration. « Nous irons à Saint-Denis cet après-midi. » Il appela immédiatement son assistant pour annuler tous ses rendez-vous de la journée, prétextant une urgence personnelle. Puis, il demanda qu'on lui prépare une voiture discrète, avec chauffeur et agent de sécurité. Tandis que Mathilde terminait tranquillement son petit déjeuner, Laurent s'approcha de la fenêtre. Paris s'étendait devant lui, baigné dans la lumière dorée du matin. Quelque part dans cette immense ville, peut-être, se trouvait la femme qu'il n'avait jamais pu oublier. Et quelque part aussi, se cachait l'homme qui avait peut-être orchestré la plus grande trahison de sa vie. La berline noire,
se frayait un chemin à travers les rues animées de Saint-Denis, cette commune populaire de la banlieue parisienne, au riche passé historique. Laurent observait par la vitre teintée les façades colorées des immeubles, les commerces aux enseignes multilingues, les habitants qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Un monde si différent de celui dans lequel il évoluait habituellement. À ses côtés, Mathilde restait silencieuse, son regard attentif ne manquant aucun détail du paysage urbain. Elle tenait fermement dans ses petites mains le dessin de la maison au volet bleu, comme une carte au trésor d'un genre particulier. « C'est la prochaine rue à droite », annonça-t-elle soudain sans la moindre hésitation. Laurent jeta un coup d'œil sceptique à l'enfant, mais fit signe au chauffeur de suivre ses indications. La voiture s'engagea dans une rue étroite, bordée d'immeubles anciens aux façades, défraîchis, mais qui conservaient un charme authentique. « Là », dit Mathilde en pointant du doigt, « le numéro 27. » Effectivement, au numéro 27 se dressait un petit immeuble de 3 étages, dont la façade en crépi beige s'écaillait par endroits. Les volets du premier étage étaient peints d'un bleu délavé exactement comme sur le dessin de la fillette. Laurent sentit son cœur s'accélérer. La coïncidence était troublante. « Tu es déjà venu ici ?» demanda-t-il, cherchant une explication rationnelle. Mathilde secoua la tête. « Jamais. Mais c'est ici qu'elle habite. Au premier étage, l'appartement de droite. » La voiture s'arrêta à quelques mètres de l'immeuble. Laurent hésita. Que ferait-il si Élodie habitait réellement ici? Que lui dirait-il après toutes ces années? Et si elle n'y était pas, ou pire, si elle refusait de le voir? « Elle a besoin de vous », insista doucement Mathilde, comme si elle lisait dans ses pensées. « Elle est perdue dans sa mémoire. Vous pouvez l'aider à retrouver son chemin. » Cette phrase énigmatique décida Laurent. Il demanda au chauffeur et à l'agent de sécurité de rester dans la voiture, puis descendit avec Mathilde. Ils traversèrent la rue et s'arrêtèrent devant la porte d'entrée de l'immeuble. Un interphone défraîchi présentait une liste de noms à côté de boutons usés. Laurent parcourut rapidement les noms, le cœur battant. Au premier étage, droite, Beaumont. Ses jambes faillirent céder sous lui. Élodie. Élodie Beaumont. Elle était là, à quelques mètres, séparée de lui par cette simple porte et un escalier. Après plus de 20 ans. « Tu vois », murmura Mathilde avec un petit sourire satisfait. « Je vous avais dit qu'elle était ici. » Laurent prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton. Quelques secondes s'écoulèrent, interminables. Puis une voix féminine, légèrement chevrotante, répondit « Oui, qui est-ce » Ce n'était pas la voix d'Élodie, du moins pas telle qu'il s'en souvenait. Cette voix appartenait à une femme, plus âgée. « Je cherche Élodie Beaumont », articula-t-il avec difficulté. Un silence. Puis, qui la demande? Laurent. Laurent Delacroix. Un nouveau silence, plus long cette fois. Puis, un bourdonnement indiqua que la porte était déverrouillée. Laurent la poussa, tenant toujours la main de Mathilde dans la sienne. Ils gravirent lentement l'escalier aux marches usées jusqu'au premier étage. La porte de droite était entr'ouverte. Laurent frappa doucement. La porte s'ouvrit davantage, révélant une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés, courts, au visage marqué par le temps, mais aux yeux d'un bleu perçant. « Madame Beaumont » hasarda Laurent. « Je suis Laurent Delacroix. Je cherche Élodie. » La femme l'examina longuement, son regard passant de lui à Mathilde, avec une expression indéchiffrable. « Je suis Geneviève Beaumont, la sœur aînée d'Élodie, » dit-elle finalement. « Entrez, mais je dois vous prévenir. Élodie n'est plus tout à fait la même. » Laurent sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. La façon dont Geneviève avait prononcé ces mots laissait présager quelque chose de grave. Il suivit la femme à l'intérieur de l'appartement, un lieu modeste mais chaleureux rempli de livres et de photographies de famille. Élodie a commencé à développer des troubles de la mémoire il y a environ 5 ans, expliqua Geneviève en les conduisant vers un petit salon. Au début, c'était presque imperceptible, des noms oubliés, des rendez-vous manqués. Puis son état s'est aggravé. Les médecins ont diagnostiqué une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Laurent dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. Élodie, son Élodie, brillante, vive, passionnée, atteinte de cette maladie cruelle qui efface progressivement tout ce qui fait une personne. Elle a de bons jours. Et des jours plus difficiles, poursuivit Geneviève.
Aujourd'hui est plutôt un bon jour, elle est dans sa chambre et en train de lire. Du moins, elle tient un livre. Son regard se posa sur Mathilde. Et cette petite fille, qui est-elle? C'est une longue histoire, répondit Laurent. Mathilde m'a guidé jusqu'ici. C'est compliqué à expliquer. Geneviève hocha la tête sans poser davantage de questions. Je vais prévenir Élodie que vous êtes là. Attendez ici. Elle disparut dans le couloir, laissant Laurent et Mathilde seuls dans le salon. Laurent s'approcha des photographies encadrées sur une étagère. Des instantanés de la vie d'Élodie au fil des ans. Élodie diplômée. Élodie souriante sur une plage. Élodie tenant dans ses bras un bébé. Elle a eu une fille, murmura-t-il, sentant une pointe de jalousie irrationnelle le traverser. Pas vraiment, intervint Mathilde. La petite fille sur la photo était adoptée. C'est important que vous le sachiez. Laurent se tourna vers elle, surpris. Comment peux-tu savoir cela? Mais avant que Mathilde ne puisse répondre, des pas légers se firent entendre dans le couloir. Laurent se figea, le cœur battant à tout rompre. Et soudain, elle était là. Élodie avait vieilli, bien sûr. Ses longs cheveux bruns d'autrefois étaient désormais coupés au carré et striés de mèches grises. Son visage avait perdu la rondeur de la jeunesse, mais ses yeux en amande d'un vert profond, étaient restés les mêmes. Elle portait une simple robe d'intérieur, bleue et s'appuyait légèrement sur le bras de sa sœur. Élodie, souffla Laurent, incapable de prononcer autre chose. Elle le regarda avec curiosité, penchant légèrement la tête sur le côté. Puis, lentement, une étincelle de reconnaissance s'alluma dans son regard. « Laurent » dit-elle d'une voix hésitante. « Laurent Delacroix » Il acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. « Je te reconnais » poursuivit-elle avec un sourire timide. « Tes yeux n'ont pas changé, toujours ce gris particulier, comme un ciel d'orage. » Elle s'avança vers lui, lâchant le bras de sa sœur. Ses mouvements étaient imprudents, comme si elle craignait de perdre l'équilibre. « Tu es revenu » dit-elle simplement en s'arrêtant devant lui. « Après toutes ces années, tu es revenu. »« Je suis désolé d'avoir mis tant de temps, » murmura Laurent. À sa grande surprise, Élodie secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ta faute. Je sais maintenant que ce n'était pas ta faute. » Ces mots, prononcés avec une telle certitude, bouleversèrent Laurent. Que savait-elle exactement? Avait-elle découvert la vérité sur les manipulations de Victor? Élodie se tourna alors vers Mathilde, et son visage s'illumina d'un sourire radieux. « Oh, tu as amené la petite !» Laurent fronça les sourcils, confus. « Tu connais Mathilde ?» Élodie s'agenouilla devant la fillette, ignorant sa question. « Tu as grandi, » dit-elle en prenant les mains de l'enfant dans les siennes. « La dernière fois que je t'ai vue, tu étais si petite. » Mathilde lui rendit son sourire avec une douceur particulière. « Je suis venue comme je l'avais promis, madame. J'ai trouvé Laurent et je l'ai amené jusqu'à vous. » Geneviève intervint, posant une main sur l'épaule de sa sœur. « Élodie, tu confonds peut-être. Tu n'as jamais rencontré cette petite fille avant aujourd'hui. » Élodie parut désorientée un instant, son sourire vacillant. Puis elle se redressa, une ombre de confusion passant sur son visage. « Peut-être que tu as raison. Je mélange parfois les visages, les époques. » Laurent échangea un regard troublé avec Geneviève. Comment Élodie pouvait-elle croire connaître Mathilde? Et pourquoi la fillette avait-elle répondu comme si cette rencontre était prévue depuis longtemps? « Venez vous asseoir, » proposa Geneviève, guidant sa sœur vers le canapé. « Je vais préparer du thé. » Pendant que Geneviève s'affairait, dans la cuisine, Laurent s'assit face à Élodie, Mathilde prenant place à côté d'elle sur le canapé. L'atmosphère était chargée d'émotions contenues, de questions non formulées. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda finalement Élodie, ses yeux verts scrutant le visage de Laurent avec intensité. Laurent hésita, jetant un coup d'œil à Mathilde. « Comment expliquer l'inexplicable ?»« C'est une longue histoire, » dit-il prudemment. « Mais ce qui compte, c'est que je sois là maintenant. J'aurais dû revenir te voir il y a des années. »« Tu ne pouvais pas, » répondit Élodie avec une conviction surprenante. « Il t'en empêchait. » Laurent sentit un frisson parcourir son échine. « Qui, Élodie? Qui m'en empêchait ?» L'homme aux yeux froids, celui qui prenait mes lettres et qui les remplaçait par d'autres. Je l'ai vu faire une fois, mais ensuite j'ai oublié. Pendant longtemps, j'ai oublié.
Geneviève revint avec un plateau de thé, juste à temps pour entendre ses paroles. Elle lança un regard inquiet à sa sœur. « Élodie, tu recommences avec cette histoire. Le docteur a dit que c'était une confusion, un faux souvenir. » « Non, » intervint Laurent, le cœur battant. « Je crois qu'Élodie dit la vérité. Je pense que quelqu'un a intercepté nos lettres. Quelqu'un qui voulait nous séparer. »« Victor !» murmura Élodie comme si elle prononçait le nom d'un démon. « Victor le roi !» Laurent sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment Élodie pouvait-elle connaître ce nom? Il n'avait rencontré Victor que plusieurs années après leur séparation, lors de son retour en France. « Comment connais-tu Victor ?» demanda-t-il tendu. Les yeux d'Élodie s'emplirent soudain de larmes. « Il est venu me voir après ton départ. Il a dit qu'il était ton ami, qu'il pouvait transmettre mes lettres plus rapidement que la poste. J'étais si naïve. Je lui ai fait confiance. Pendant des mois, je lui ai remis mes lettres et il me rapportait les tiennes. Mais un jour, je l'ai surpris en train de les échanger contre d'autres, qu'il avait écrites lui-même. » Laurent serra les poings, submergé par une vague de colère. Victor, bien sûr. Tout s'expliquait maintenant. Victor avait toujours été obsédé par lui, par sa réussite, par tout ce qu'il possédait. Il avait d'abord tenté de devenir son ami, puis son associé. Et quand cela n'avait pas suffi à assouvir sa jalousie maladive, il avait cherché à lui prendre ce qu'il avait de plus précieux, Élodie. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» demanda-t-il doucement, prenant les mains d'Élodie dans les siennes. « Je l'ai confronté. Il est devenu menaçant. Il a dit que si je tentais de te contacter directement, il ferait en sorte que tu perdes ta bourse d'études. Il connaissait des gens, disait-il. Il pouvait détruire ton avenir. J'ai eu peur, Laurent. J'ai eu peur pour toi. » Geneviève posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Tu ne m'as jamais raconté cela. » « Parce que j'ai commencé à douter de mes propres souvenirs, » répondit Élodie avec un sourire triste. Il était si convaincant, si manipulateur. Il m'a fait croire que j'imaginais des choses, que tu m'avais réellement abandonné, Laurent. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à oublier les détails, à mélanger la réalité et ses mensonges. « Jusqu'à aujourd'hui, » murmura Mathilde, qui était restée silencieuse jusque-là. Élodie se tourna vers la fillette avec un regard étrangement lucide. « Oui, jusqu'à aujourd'hui. Tu m'avais dit que tu le ramènerais, petite fille des rêves, et tu l'as fait. » Le salon d'Élodie était baigné par la lumière dorée de l'après-midi lorsque Geneviève servit une deuxième tournée de thé. L'atmosphère avait changé, comme si un voile s'était levé, permettant enfin aux vérités longtemps enfouies de respirer à l'air libre. Laurent observait Élodie avec un mélange de tendresse et de chagrin, tant d'années perdues à cause des machinations d'un homme rongé par la jalousie. « Tu n'as jamais essayé de me retrouver ?» se demanda-t-il doucement, conscient que la question pouvait paraître accusatoire. Élodie eut un sourire triste. « Au début, oui. J'ai même envisagé de partir pour les États-Unis. Mais Victor avait été très clair sur les conséquences si je tentais de te contacter. Et puis, la vie a continué. J'ai terminé mes études. J'ai commencé à travailler comme conservatrice au musée d'art moderne. Je me suis construite une existence sans toi, même si ton souvenir ne m'a jamais vraiment quitté. » Laurent hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Lui aussi avait avancé, bâti sa carrière, connu d'autres relations, mais aucune n'avait jamais eu la profondeur, l'authenticité de ce qu'il avait partagé avec Élodie. Geneviève désigna discrètement une photo sur l'étagère, celle où Élodie tenait un bébé dans ses bras. Et puis, il y a eu Camille. « Grande fille !» murmura Laurent en se tournant vers Élodie. Une ombre passa sur le visage de la femme. « Ma fille adoptive, oui, je n'ai jamais pu avoir d'enfant biologique. Les médecins n'ont jamais su exactement pourquoi. » Elle marqua une pause, son regard se faisant lointain. « Camille est entrée dans ma vie quand elle avait 3 mois. Sa mère biologique était une de mes étudiantes, une jeune femme brillante mais en grande difficulté. Elle ne pouvait pas s'occuper d'un enfant. Elle m'a choisi pour être la mère de Camille. » « Où est-elle maintenant ?»« Camille ?» demanda Laurent. Le visage d'Élodie s'assombrit davantage. Geneviève posa une main réconfortante sur son épaule avant de répondre à sa place. « Nous ne savons pas exactement. Camille a disparu il y a un peu plus de 3 ans. Elle traversait une période difficile. Des problèmes d'addiction, des fréquentations douteuses. Un jour, elle a simplement cessé de donner des nouvelles. La police a mené une enquête,
mais sans résultat concluant. Laurent sentit son cœur se serrer devant la douleur évidente des deux sœurs. Une fille disparue, une mère malade. La vie n'avait pas épargné Élodie. « Je suis désolé, dit-il avec sincérité, tellement désolé. » Mathilde, qui était restée silencieuse pendant cet échange, se leva soudain et s'approcha d'Élodie. Avec une délicatesse surprenante pour une enfant de son âge, elle prit les mains de la femme dans les siennes. « Camille va bien, dit-elle, d'une voix douce mais assurée. Elle a dû partir, mais elle a laissé quelque chose de précieux derrière elle. » Élodie regarda la fillette avec étonnement, puis son visage s'éclaira d'une compréhension soudaine. « Tu la connais? Tu connais Camille ?» Mathilde acquiesça lentement. « C'est ma mère. » Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Laurent regarda alternativement Mathilde et Élodie, essayant d'assimiler cette révélation inattendue. Geneviève s'était figée, la théière encore à la main. « Ta mère ?» articula finalement Élodie, les yeux écarquillés. « Camille est ta mère. Mais cela signifierait que tu es... » « Votre petite fille, » compléta Mathilde avec un petit sourire. « Oui. » Geneviève posa brusquement la théière, manquant de la renverser. « C'est impossible. Camille n'avait pas d'enfant quand... Elle a disparu. Nous l'aurions su. Elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte quand elle est partie, » expliqua Mathilde. « Elle l'a découvert plus tard. Elle voulait revenir, mais elle avait peur. »« Peur de quoi ?» demanda Laurent, bouleversé par ces révélations en cascade. Mathilde se tourna vers lui, ses grands yeux sombres empreints d'une gravité troublante. De l'homme aux yeux froids, de Victor, il l'avait trouvé, lui aussi. Laurent sentit un frisson glacé parcourir son échine. Victor, encore et toujours, comme un fil noir tissé à travers leur vie, les reliant dans la douleur et les non-dits. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. « Comment Victor aurait-il pu connaître... »« Camille ? Il ne l'a jamais vraiment perdu de vue, » répondit Mathilde, comme si elle récitait une histoire apprise par cœur. « Il vous surveillait tous les deux, même après toutes ces années. Quand il a appris l'existence de Camille, il a commencé à la suivre aussi. Il pensait qu'elle pourrait lui être utile un jour pour vous atteindre. » Laurent échangea un regard inquiet avec Geneviève. Les propos de Mathilde étaient à la fois trop précis et trop invraisemblables pour être inventés de toutes pièces. Mais comment une enfant de cet âge pouvait-elle connaître de tels détails? « Mathilde, » intervint doucement Geneviève, « si Camille est vraiment ta mère, avec qui vis-tu actuellement? Tu as parlé d'une grand-mère. »« Grand-mère Clotilde, » confirma la fillette. « C'est la mère de mon père. Maman m'a confiée à elle quand j'avais 3 ans. Elle a dit qu'elle devait partir pour nous protéger toutes les deux. »« Et ton père ?» demanda Laurent. Le visage de Mathilde s'assombrit légèrement. « Je ne l'ai jamais connu. Maman disait qu'il était parti avant ma naissance, qu'il ne savait même pas qu'elle était enceinte. » Élodie, qui était restée silencieuse durant cet échange, semblait lutter pour organiser ses pensées. Son regard allait de Mathilde à Laurent puis à la photographie de Camille sur l'étagère. « Si tu es vraiment la fille de Camille, » dit-elle finalement, « pourquoi ne pas être venue nous voir plus tôt? Pourquoi aujourd'hui ?» Mathilde baissa les yeux, soudain moins assurée. « Les rêves ont commencé il y a seulement quelques semaines. Des rêves où je vous voyais tous les deux séparés, tristes. Et puis j'ai vu l'homme aux yeux froids qui revenait, qui voulait faire du mal à Monsieur Delacroix. J'ai su que je devais agir. »« Les rêves » répéta Geneviève, sceptique. « Mathilde a un don, » intervint Laurent. « Elle voit des choses que personne d'autre ne peut voir. C'est elle qui m'a sauvé hier soir d'une tentative d'enlèvement. Elle connaissait des détails sur ma vie, sur mon passé, qu'aucun enfant de son âge ne pourrait connaître. » Élodie fixa intensément la fillette, comme si elle cherchait à percer un mystère. « J'ai toujours su que Camille était spéciale, plus intuitive que la moyenne. Enfant, elle semblait parfois lire dans mes pensées. Les médecins parlèrent d'une sensibilité exceptionnelle, d'une intelligence émotionnelle hors norme. Mais jamais rien d'aussi inexplicable, suggéra Laurent. Merveilleux, corrigea Élodie avec un sourire tremblant. Si ce que tu dis est vrai, Mathilde, si tu es vraiment la fille de ma Camille, alors tu es un miracle. Un miracle qui nous a réunis. » La fillette sourit, visiblement soulagée par cette réaction. « Je savais que vous me croiriez. Grand-mère Clotilde dit toujours que les gens qui s'aiment vraiment se reconnaissent, même après des années de séparation. »« J'aimerais rencontrer cette Clotilde, » dit Geneviève, toujours prudente. « Comprendre comment tout cela est possible. »
Bien sûr, acquiesça Mathilde. Elle sera heureuse de vous rencontrer. Elle a toujours dit que je devais connaître toute ma famille un jour. Laurent, qui réfléchissait intensément depuis plusieurs minutes, se leva soudain. Si Victor est vraiment revenu, si c'est lui qui a orchestré la tentative d'enlèvement, à l'hôtel, alors aucun de nous n'est en sécurité ici. Il pourrait nous retrouver facilement. Que proposes-tu ? Demanda Geneviève, inquiète. J'ai une résidence secondaire à Neuilly. Elle est équipée d'un système de sécurité dernier cri et peu de gens en connaissent l'existence. Nous devrions tous y aller, le temps de comprendre exactement ce qui se passe et de neutraliser la menace que représente Victor. Élodie hésita, son regard se posant sur les photos et souvenirs qui emplissaient l'appartement. Toute sa vie était ici. L'idée de partir, même temporairement, semblait la perturber. « Je resterai avec toi », promit Laurent en prenant ses mains dans les siennes. « Je ne te laisserai plus jamais, plus maintenant que je t'ai retrouvé. » Ces mots semblèrent apaiser Élodie. Elle acquiesça lentement. « D'accord, mais je dois prendre mes médicaments, quelques vêtements. »« Mais je vais t'aider à préparer un sac, » proposa Geneviève. « Cela ne prendra que quelques minutes. » Pendant que les deux sœurs s'affairaient dans la chambre, Laurent resta dans le salon avec Mathilde. Il s'agenouilla devant la fillette, ça la regardant droit dans les yeux. « Tu m'as sauvé la vie, puis tu m'as conduit jusqu'à Élodie. Tu as réuni des personnes qui étaient séparées depuis des décennies. Comment as-tu su faire tout cela ?» Mathilde soutint son regard sans ciller. « Je ne sais pas exactement comment ça marche. Les images viennent dans mes rêves, parfois quand je suis éveillé aussi. Au début, c'était effrayant. Je voyais des choses que je ne comprenais pas. Puis j'ai appris à les interpréter, à suivre ce qu'elles me montraient. Et ces images t'ont conduite jusqu'à moi ?» La fillette hocha la tête. « Je vous ai vu en danger. J'ai vu l'hôtel, la chambre, les hommes qui attendaient. Je savais que je devais être là, et puis j'ai vu Élodie. J'ai compris qui elle était pour vous et qui elle était pour moi. » Laurent passa une main dans ses cheveux, encore déstabilisés par la tournure des événements. « Tu réalises que tout cela semble impossible ?» compléta Mathilde, avec un petit sourire. « Oui. Grand-mère Clotilde dit que les choses les plus importantes de la vie sont souvent celles qui semblent impossibles au premier abord. J'aimerais beaucoup rencontrer cette grand-mère Clotilde, admit Laurent. Elle semble être une femme remarquable. Elle l'est, confirma Mathilde, et elle savait que ce jour viendrait. Elle m'a préparé. Avant que Laurent ne puisse l'interroger davantage, Élodie et Geneviève revinrent dans le salon, chacune portant un petit sac de voyage. Élodie semblait pâle, mais déterminée. « Nous sommes prêtes », annonça Geneviève. Laurent appela son chauffeur pour l'informer qu'il serait 4 à partir. Puis, tandis qu'ils attendaient que la voiture se rapproche de l'entrée, il prit doucement la main d'Élodie dans la sienne. « Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé, » murmura-t-il. « Si j'avais su... » « Tu ne pouvais pas savoir, » répondit-elle avec douceur. « Nous avons été victimes tous les deux. L'important, c'est que tu sois là maintenant. » Laurent sentit son cœur se gonfler d'émotion. Malgré les années, malgré la maladie qui commençait à effacer ses souvenirs, Élodie restait cette femme extraordinaire dont il était tombé amoureux dans sa jeunesse, forte, compréhensive, lumineuse. « Nous allons retrouver Camille, » promit-il. « Nous allons reconstituer cette famille qui a été brisée, et nous ferons en sorte que Victor ne puisse plus jamais nous nuire. » Mathilde, qui observait cette scène avec un sourire serein, s'approcha et prit la main libre d'Élodie, formant ainsi une chaîne entre eux trois. « La famille sera bientôt réunie, » dit-elle avec cette certitude troublante qui la caractérisait. C'est écrit. La résidence de Laurent à Neuilly-sur-Seine était un havre de paix isolé du tumulte parisien. Nichée au fond d'une allée privée et protégée par de hauts murs couverts de lierre, la demeure de style haussmannien offrait un contraste saisissant avec l'appartement modeste d'Élodie à Saint-Denis. Des caméras de surveillance discrètes, mais omniprésentes, veillaient sur le périmètre, tandis qu'un système d'alarme sophistiqué assurait la sécurité des lieux. Le soleil commençait à décliner lorsque la berline franchit le portail automatique. Laurent observa les réactions de ses invités. Geneviève ne put retenir un léger sifflement admiratif, tandis qu'Élodie contemplait la façade avec une expression indéchiffrable. Mathilde, quant à elle, semblait étrangement familière, avec les lieux comme si elle y était déjà venue. « Nous serons en sécurité ici, »
assura Laurent en aidant Élodie à descendre de voiture. Personne ne peut entrer sans être identifié. Une femme d'âge mûr, au maintien impeccable et à l'expression bienveillante, les accueillit sur le perron. « Madame Moreau, ma gouvernante, » présenta Laurent. « Madame Moreau, voici Élodie et Geneviève Beaumont, ainsi que Mathilde. Ils séjourneront avec nous quelque temps. »« J'ai préparé les chambres d'amis comme vous me l'avez demandé, monsieur. » répondit la gouvernante avec un sourire discret. « Le dîner sera servi à 19 h, si cela vous convient. »« Parfait. Merci, Madame Moreau. » L'intérieur de la demeure était à l'image de son propriétaire. Élégant, sans ostentation, luxueux mais sobre. Des œuvres d'art contemporain côtoyaient des meubles anciens soigneusement restaurés. Une harmonie de bleu profond et de gris délicat dominait la décoration, créant une atmosphère apaisante. « C'est magnifique », murmura Élodie, en effleurant du bout des doigts le cadre d'un miroir ancien. « Cela te ressemble. » Laurent fut touché par cette remarque. Malgré les années et la maladie, Élodie semblait toujours capable de percevoir l'essence même de sa personnalité. « Venez, je vais vous montrer vos chambres, » proposa-t-il. « Vous pourrez vous rafraîchir avant le dîner. » Il les conduisit à l'étage où 3 chambres d'amis avaient été préparées. Chacune disposait de sa propre salle de bain et donnait sur le jardin à l'arrière de la propriété. Après s'être assuré que tout le monde était confortablement installé, Laurent redescendit dans son bureau pour passer quelques coups de téléphone urgents. Le premier fut pour son responsable de la sécurité, à qui il demanda de renforcer la surveillance autour de la propriété et de vérifier les antécédents de tous les employés, par mesure de précaution. Le second appel fut pour son avocat, à qui il expliqua brièvement la situation, omettant les détails concernant les dons particuliers de Mathilde, mais insistant sur la menace que représentait Victor Leroy. « Je veux tout savoir sur ses activités ces dernières années », exigea Laurent. « Où il vit, ce qu'il fait, qui le finance. S'il est vraiment derrière cette tentative d'enlèvement, je veux des preuves solides pour le faire arrêter. » Son avocat promit de mobiliser une équipe de détectives privés et de revenir vers lui dès que possible avec des informations. Laurent raccrochait à peine lorsqu'un léger coup fut frappé à la porte de son bureau. C'était Mathilde. « Entre » l'invita-t-il, surpris de la voir déjà à l'aise dans cette maison inconnue. La fillette s'avança dans la pièce, son regard curieux explorant les lieux. Elle s'arrêta devant une photographie encadrée posée sur une étagère, l'un des rares clichés personnels exposés dans la maison. Il s'agissait d'une photo de Laurent, beaucoup plus jeune, aux côtés d'un homme aux cheveux poivre et sel. « C'est votre père », affirma-t-elle sans hésitation. Laurent acquiesça, de moins en moins étonné par les connaissances inexplicables de la fillette. « Oui, il est décédé il y a 12 ans. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur les affaires. » Mathilde hocha la tête, comme si cette information confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Puis elle se tourna vers Laurent, son expression redevenant celle d'une enfant de son âge. « Je dois appeler grand-mère Clotilde, » dit-elle, « pour lui dire que tout va bien et que je vous ai trouvé. »« Bien sûr, » répondit Laurent en lui tendant son téléphone. « Tu connais son numéro ?» Mathilde acquiesça et composa rapidement le numéro. La conversation qui suivit fut brève et se déroula en partie dans un langage codé que Laurent ne put comprendre. Visiblement, Mathilde et sa grand-mère avaient l'habitude de communiquer de façon cryptique. « Elle viendra demain », annonça la fillette après avoir raccroché. « Elle dit qu'il est temps que tout le monde se rencontre. » « Elle sait. »« Où nous sommes ?» s'étonna Laurent. Mathilde eut un petit sourire énigmatique. « Grand-mère Clotilde sait toujours où je suis. Elle dit que nos cœurs sont connectés. » Laurent se demanda quel genre de femme pouvait être cette mystérieuse Clotilde, qui semblait avoir élevé une enfant aussi extraordinaire que Mathilde. Il était à la fois impatient et nerveux à l'idée de la rencontrer. « Laurent ?» La voix d'Élodie le tira de ses réflexions. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une tenue simple mais élégante que Madame Moreau avait dû lui prêter. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage avec douceur. Malgré les marques du temps et de la maladie, elle dégageait toujours cette grâce naturelle qui l'avait séduit dès leur première rencontre. « Désolée de vous interrompre, » dit-elle avec un sourire timide. « Madame Moreau m'a dit que je pourrais peut-être trouver des livres ici. »« Bien sûr, »
répondit Laurent en se levant. « Ma bibliothèque est à l'autre bout du couloir. Je vais te montrer. » Mathilde les regarda partir avec un sourire satisfait, comme si elle observait les pièces d'un puzzle s'assembler exactement comme prévu. La bibliothèque de Laurent était une vaste pièce aux murs entièrement recouverts d'étagères en bois sombre. Des milliers de volumes y étaient rangés par thème et par auteur, témoignant de l'éclectisme de ses intérêts intellectuels. « C'est impressionnant », murmura Élodie en parcourant du regard les rangées de livres. « Tu as toujours aimé lire, je me souviens. Tu dévorais Camus et Sartre quand nous étions étudiants. Tu te souviens de cela ?» s'étonna Laurent, ému qu'elle ait conservé ce détail malgré sa maladie. Élodie sourit avec une pointe de mélancolie. « Mes souvenirs sont comme des îles dans un océan de brume. Certains jours, la brume se lève et je peux voir clairement. D'autres jours, je tâtonne dans l'obscurité. » Elle effleura la tranche d'un livre de poésie. « Mais toi, Laurent, tu as toujours été l'île la plus lumineuse, celle que je pouvais apercevoir même dans le brouillard le plus épais. » Laurent sentit sa gorge se nouer d'émotion. Il s'approcha d'elle et, avec une tendresse infinie, prit son visage entre ses mains. « Je suis là maintenant, » murmura-t-il, « et je ne partirai plus. » Dans un geste aussi naturel qu'inévitable, leurs lèvres se rencontrèrent. Un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus profond, comme si leurs âmes cherchaient à rattraper toutes ces années perdues. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les yeux d'Élodie brillaient de larmes contenues. « J'ai peur, Laurent, » avoua-t-elle, dans un souffle. « Peur de t'avoir retrouvé trop tard, ma mémoire. Elle s'effrite un peu plus chaque jour. Il y aura un moment où je ne te reconnaîtrai peut-être plus. Alors je me présenterai à nouveau, » répondit-il avec ferveur. « Chaque jour s'il le faut. Je te raconterai notre histoire, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'inscrive dans une partie de toi que même la maladie ne peut atteindre. » Élodie sourit à travers ses larmes, touchée par cette promesse. Puis son regard se fit plus grave. « Et Mathilde, que penses-tu de tout cela? Cet enfant qui surgit de nulle part, avec ses dons inexplicables, prétendant être la fille de Camille. » Laurent réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne peux pas expliquer rationnellement ce qui se passe. Mais je sais que sans elle, je serais probablement entre les mains de ravisseurs en ce moment même, et nous ne nous serions jamais retrouvés. Quant à savoir si elle est vraiment ta petite fille. »« Elle a les yeux de Camille, » murmura Élodie. « Pas la couleur, mais la forme, l'expression. Et cette façon qu'elle a de pencher légèrement la tête quand elle réfléchit, c'est troublant. »« Nous aurons bientôt des réponses, » promit Laurent. « Sa grand-mère doit venir demain. » Le dîner fut servi dans la salle à manger, autour d'une table élégamment dressée. Madame Moreau avait préparé un repas simple mais raffiné, velouté de champignons, filet de bar grillé accompagné de légumes de saison et tarte aux pommes pour le dessert. La conversation resta légère, évitant délibérément les sujets difficiles qui les préoccupaient tous. Geneviève raconta quelques anecdotes sur son travail d'institutrice, faisant rire tout le monde avec ses histoires d'enfants espiègles. Mathilde observait les adultes avec attention, intervenant parfois avec une remarque surprenante de pertinence qui laissait ses interlocuteurs momentanément sans voix. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. Laurent proposa un cognac à Geneviève, qui accepta avec plaisir tandis qu'Élodie préféra un thé. Mathilde, blottie dans un fauteuil près de la cheminée où crépitait un feu réconfortant, sortit un carnet de croquis et commença à dessiner. « Que dessines-tu » demanda Laurent intrigué. « L'endroit où sont cachées les lettres » répondit Mathilde sans lever les yeux de son carnet. Un silence attentif s'installa dans la pièce. Tous observaient les mouvements précis du crayon entre les doigts de la fillette. Progressivement, l'image d'un bâtiment industriel abandonné prit forme sur le papier. « L'ancienne usine » murmura Laurent, reconnaissant immédiatement le lieu. « Notre premier siège social, à Victor et moi, avant que l'entreprise ne prenne de l'ampleur. C'est là qu'il a caché les lettres qu'il a interceptées, confirma Mathilde, dans une pièce secrète, derrière son ancien bureau. Comment pourrais-tu savoir cela ? Intervint Geneviève, toujours sceptique, malgré les preuves accumulées du don de la fillette. Mathilde leva enfin les yeux de son dessin, son regard d'une profondeur troublante. Je le vois, c'est tout. Comme je vois l'homme aux yeux froids, qui s'approche, il devient impatient. Il sait que quelque chose a changé.
Laurent sentit un frisson parcourir son échine. « Victor, tu peux le voir? En ce moment ?» Mathilde acquiesça lentement. Il est en colère. Ses plans n'ont pas fonctionné. Il cherche un autre moyen de vous atteindre. Elle ferma brièvement les yeux comme pour mieux se concentrer. Il a découvert que vous aviez quitté l'hôtel. Il essaie de vous localiser. Élodie pâlit visiblement. Geneviève se leva pour se placer à côté de sa sœur, posant une main protectrice sur son épaule. « Nous sommes en sécurité ici », rappela Laurent, bien que lui-même ressente une pointe d'inquiétude. « Et demain, nous irons récupérer ces lettres. Elles pourront servir de preuve contre Victor, montrer qu'il a délibérément manipulé nos vies. »« Et ensuite ?» demanda Geneviève. « Même avec ces preuves, cela s'est produit il y a si longtemps. »« Les lettres ne sont que le début, » intervint Mathilde. « Il y a d'autres preuves, des documents qui montrent ce qu'il a fait. Qu'à votre entreprise, comment il a essayé de la saboter de l'intérieur avant même votre rupture. » Laurent la regarda avec étonnement. Il avait toujours soupçonné Victor d'avoir joué un rôle dans les difficultés financières que leur entreprise avait connues peu avant leur séparation, mais il n'avait jamais pu le prouver. « Ces documents existent vraiment. »« Oui, » confirma Mathilde. « Il les a gardés comme une sorte de trophée pour se rappeler comment il vous avait piégé. »« Cet homme est malade, » murmura Geneviève. « Il est dévoré par quelque chose de plus puissant que lui, » corrigea doucement Mathilde. « Une obsession qui a consommé toute sa vie. » La soirée se prolongea encore un moment, mais la fatigue commençait à se faire sentir, particulièrement chez Élodie, dont le visage trahissait l'épuisement émotionnel de cette journée extraordinaire. Laurent proposa que chacun se retire pour la nuit, promettant de discuter d'un plan d'action concret le lendemain, après l'arrivée de la grand-mère de Mathilde. Alors que tous se préparaient à monter, Mathilde s'approcha d'Élodie et lui tendit un nouveau dessin qu'elle venait d'achever. « Pour que vous vous souveniez » dit-elle simplement. Élodie regarda le croquis et ses yeux s'emplirent de larmes. C'était un portrait d'elle et de Laurent, jeunes étudiants, assis sur un banc du jardin du Luxembourg. Un moment qu'aucune photographie n'avait immortalisé, mais qui avait été l'un des plus beaux de leur histoire d'amour. « Comment peux-tu savoir ?» chuchota Élodie, bouleversée. Mathilde sourit mystérieusement. « Les souvenirs ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent juste qu'on les retrouve. » Le matin suivant apporta avec lui une clarté nouvelle, comme si le simple fait d'avoir réuni ces êtres séparés avait allégé l'atmosphère. Laurent se réveilla tôt, l'esprit déjà en ébullition, planifiant la journée à venir. Il descendit à la cuisine où Madame Moreau préparait déjà le petit déjeuner, l'arôme du café fraîchement moulu et des viennoiseries tout juste sorties du four emplissant agréablement la pièce. « Bonjour, monsieur », le salua la gouvernante. Avec un sourire discret. « J'espère que vos invités ont bien dormi. »« Je l'espère aussi, Madame Moreau. Nous attendons une personne supplémentaire aujourd'hui, la grand-mère de la petite Mathilde. Pourriez-vous préparer la chambre d'amis du rez-de-chaussée? Elle sera peut-être plus confortable pour une personne âgée. » « Bien sûr. Monsieur, à quelle heure est-elle attendue ?» Laurent réalisa qu'il n'en savait rien. Mathilde avait simplement dit que sa grand-mère viendrait demain. Je ne suis pas certain. Dans la matinée, je suppose. Comme en réponse à cette incertitude, la sonnette de l'entrée retentit. Laurent et Madame Moreau échangèrent un regard surpris. Il était à peine 8 heures. « Je vais ouvrir », proposa Laurent intrigué. Il traversa le hall d'entrée, jetant machinalement un coup d'œil aux écrans de sécurité installés discrètement dans une alcôve. Une femme se tenait devant le portail, une silhouette élancée vêtue d'un élégant tailleur pantalon bleu nuit, ses cheveux argentés, coupés courts encadrant un visage aux traits fins, marqué par les années, mais dont les yeux conservaient une vivacité frappante. Elle ne correspondait pas du tout à l'image de la grand-mère âgée qu'il s'était imaginée. Laurent déverrouilla le portail à distance et attendit que la visiteuse remonte l'allée. Son maintien était remarquablement droit, sa démarche assurée malgré l'âge que suggéraient ses cheveux blancs. Elle portait une petite valise et un sac à main en cuir de qualité. « Monsieur Delacroix », dit-elle en arrivant devant lui, sa voix claire et mélodieuse trahissant un accent légèrement provincial. « Je suis Clotilde Rousseau, la grand-mère de Mathilde. Pardonnez-moi cette arrivée matinale, mais j'ai toujours préféré prendre les premiers trains. »« Madame Rousseau, bienvenue », répondit Laurent en lui serrant la main,
frappé par la fermeté de sa poignée. « Je vous en prie, entrez. Nous ne vous attendions pas si tôt, mais c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Le plaisir est partagé, bien que les circonstances soient particulières. Son regard intelligent évalua rapidement le hall d'entrée. Mathilde est-elle réveillée? Avant que Laurent ne puisse répondre, un cri de joie retentit dans l'escalier. Mathilde dévalait les marches en courant, son visage illuminé d'un bonheur sans mélange. « Grand-mère !» s'exclama-t-elle en se jetant dans les bras de Clotilde. La femme l'étreignit avec tendresse, déposant un baiser sur son front. « Bonjour ma petite étoile, tu m'as manqué. »« Toi aussi tu m'as manqué, » répondit Mathilde, « mais je savais que tu viendrais vite. » Clotilde caressa doucement les cheveux de sa petite fille, puis releva les yeux vers Laurent. « Je vous remercie d'avoir pris soin d'elle. Mathilde peut être déroutante parfois, mais elle a un cœur en or. » C'est elle qui a pris soin. De moi, en réalité, admit Laurent avec un sourire. Sans son intervention, je ne serais probablement plus là pour en parler. Le regard de Clotilde s'assombrit légèrement. Oui, elle m'a raconté pour la tentative d'enlèvement. Victor Leroy, j'espérais ne jamais avoir à entendre ce nom à nouveau. Cette remarque piqua immédiatement la curiosité de Laurent. Vous connaissez Victor? Clotilde sembla peser ses mots avant de répondre. Disons que je connais son rôle dans cette histoire. Mais peut-être devrions-nous en discuter autour d'une tasse de café. J'ai fait un long voyage depuis Montmartre, et je crois que nous avons tous besoin de nous asseoir pour cette conversation. Laurent acquiesça et les conduisit vers la salle à manger, où Madame Moreau avait déjà dressé la table pour le petit déjeuner. Des pas dans l'escalier annoncèrent l'arrivée d'Élodie et Geneviève, qui descendaient ensemble, encore en robe de chambre. « Nous avons une invitée », annonça Laurent, « Madame Clotilde Rousseau, la grand-mère de Mathilde. » Les deux sœurs s'arrêtèrent net, leurs regards fixés sur la nouvelle venue. Élodie, en particulier, semblait frappée par une sorte de reconnaissance confuse, comme si elle essayait de replacer ce visage dans ses souvenirs fragmentés. « Bonjour. »« Élodie, » dit doucement Clotilde, « cela fait bien longtemps. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Laurent regarda alternativement les deux femmes, tentant de comprendre ce qui se passait. « Vous connaissez Élodie ?» articula-t-il finalement. Clotilde hocha lentement la tête. « Oui. Bien que la dernière fois que nous nous sommes vus, les circonstances étaient très différentes. » Elle se tourna vers Élodie, dont le visage reflétait une confusion grandissante. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. La mémoire est un jardin capricieux. Certaines fleurs s'épanouissent, tandis que d'autres se fanent. « Je suis désolé, » murmura Élodie, visiblement troublée. « Votre visage me semble familier, mais... » « Ne t'excuse pas, » l'interrompit gentiment Clotilde. « Ce n'est pas ta faute. » Geneviève, qui était restée silencieuse, jusqu'alors s'avança d'un pas. « Excusez-moi, mais j'aimerais comprendre. Comment connaissez-vous ma sœur? »« C'est une longue histoire, » répondit Clotilde. « Peut-être devrions-nous d'abord nous asseoir et prendre un petit déjeuner. Les explications passent toujours mieux avec une tasse de café chaud. » Cette suggestion sensée fut acceptée par tous. Ils s'installèrent autour de la table, Mathilde prenant place à côté de sa grand-mère, tandis que Laurent s'asseyait entre Élodie et Geneviève. Madame Moreau servit café, thé et viennoiserie avant de se retirer discrètement. Un silence gêné plana quelques instants, chacun attendant que quelqu'un d'autre entame la conversation. Ce fut finalement Clotilde qui se lança après avoir pris une gorgée de café. « Je suppose que je dois commencer par le commencement, » dit-elle en posant sa tasse. « Il y a environ 35 ans, j'étais professeur de littérature à l'université Paris-Sorbonne. C'est là que j'ai rencontré un jeune homme brillant, ambitieux, mais profondément perturbé. Son nom était Victor Leroy. » Laurent sentit un frisson parcourir son échine à la mention de ce nom. Clotilde poursuivit, son regard perdu dans ses souvenirs. « Victor était l'un de mes étudiants les plus doués. Il avait une compréhension remarquable des textes, une sensibilité presque douloureuse face à la beauté. Mais il y avait autre chose en lui, une obscurité, une faim insatiable de reconnaissance, de pouvoir. Il était obsédé par l'idée que le monde lui devait quelque chose. » Elle marqua une pause, jouant distraitement avec la cuillère de son café. « Après ses études, il est resté en contact avec moi. Il venait parfois me voir, me parlait de ses projets, de ses ambitions.
C'est ainsi qu'il m'a parlé de toi. Laurent. Il te décrivait comme son ami, son mentor, la personne qui allait l'aider à accomplir de grandes choses. Mais je sentais déjà une jalousie malsaine derrière ces paroles admiratives. Laurent hocha lentement la tête. Cela correspondait parfaitement à ses propres souvenirs. Victor l'avait approché peu après son retour des États-Unis, se présentant comme un admirateur de son parcours, lui proposant une association qui semblait prometteuse. À l'époque, Laurent, encore meurtri par sa rupture avec Élodie, s'était jeté à corps perdu dans ce nouveau projet professionnel. Puis un jour, continua Clotilde, Victor est venu me voir dans un état d'agitation extrême. Il m'a parlé d'une femme, Élodie, qu'il avait connue par ton intermédiaire. Il était obsédé par elle, non pas amoureux, mais fasciné par ce qu'elle représentait pour toi. Il la voyait comme la clé pour te contrôler d'une certaine façon. Élodie pâlit visiblement, ses mains se crispant sur sa tasse. Geneviève posa une main réconfortante sur son bras. « J'ai essayé de raisonner, Victor, » reprit Clotilde, « de lui faire comprendre que ce qu'il envisageait, manipuler vos vies, était moralement répréhensible. Mais il était déjà trop tard. Il avait commencé à intercepter vos lettres, à créer ce fossé artificiel entre vous. Pourquoi ne pas avoir prévenu Laurent? Ou Élodie? Demanda Geneviève, une note d'accusation dans la voix. Clotilde soutint son regard sans faiblir. J'ai essayé. J'ai écrit à Laurent, mais mes lettres sont restées sans réponse. J'ai tenté de contacter Élodie, mais Victor avait pris ses précautions. Il avait fait en sorte que je paraisse être une folle, une ancienne professeure, trop impliquée dans la vie de ses étudiants. Laurent se passa une main sur le visage, assimilant ces révélations troublantes. Je n'ai jamais reçu vos lettres. Victor devait les intercepter aussi. C'est ce que j'ai fini par comprendre, confirma Clotilde. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Vous étiez séparés, chacun persuadé d'avoir été abandonné par l'autre, et Victor avait commencé à bâtir son empire sur les ruines de votre relation. Mais comment êtes-vous entré dans la vie de Camille? Intervint Élodie, son regard s'éclaircissant comme si une partie de sa mémoire se reconstituait. Je me souviens maintenant, vous étiez la conseillère d'orientation qui a aidé Camille à entrer dans cette école d'art, Clotilde. Sourit tristement. Oui. Après avoir échoué à vous aider directement, j'ai décidé de veiller de loin sur ta famille, Élodie. J'avais cette dette morale envers vous, cette culpabilité de n'avoir pas pu empêcher Victor de nuire. Quand j'ai appris que tu avais adopté une petite fille, j'ai suivi son parcours de loin. Et lorsqu'elle a eu besoin d'aide pour son orientation, j'étais là. Et mon père? Demanda soudain Mathilde, parlant pour la première fois depuis le début de cette conversation. Qui est-il vraiment? Un silence pesant s'installa. Clotilde regarda sa petite fille avec une tendresse infinie, mais aussi avec une hésitation manifeste. « Ton père » commença-t-elle doucement. « Camille m'a rencontré ton père lors d'un voyage en Provence. Il était le fils de Victor, » compléta Mathilde, ses grands yeux emplis d'une sagesse troublante. « Je l'ai vu dans mes rêves. C'est pour ça que l'homme aux yeux froids me cherche aussi. Je suis sa petite fille. » Cette révélation frappa Laurent comme un coup physique. Il se tourna vers Clotilde, cherchant une confirmation ou un démenti. La femme se contenta de baisser les yeux, ce qui était une réponse en soi. « Est-ce vrai ?» insista-t-il. « Oui », admit finalement Clotilde. Thomas, le père de Mathilde, est effectivement le fils de Victor. Mais contrairement à son père, Thomas était un homme bon, sensible. Il ignorait tout des actes de Victor jusqu'à ce que Camille lui révèle la vérité. C'est d'ailleurs cette révélation qui a provoqué leur rupture. Thomas ne pouvait accepter que son père ait causé tant de souffrance. « Où est-il maintenant ?» demanda Geneviève. Le visage de Clotilde s'assombrit. « Nous ne savons pas exactement. Après sa séparation d'avec Camille, il est parti confronter son père. Puis il a disparu de la circulation. Camille était déjà enceinte, mais elle l'ignorait encore. Quand elle l'a découvert, elle a tenté de le retrouver sans succès. Et c'est là que vous êtes intervenu, devina Laurent. Oui, Camille était perdue, effrayée. Elle savait que Victor représentait une menace qui la surveillait. Quand Mathilde est née, elle a compris que sa fille serait également en danger. Elle m'a contacté, se souvenant de l'aide que je lui avais apportée par le passé. Nous avons élaboré un plan. « Quel genre de plan ?» demanda Élodie, les yeux brillants de larmes contenues. « Un plan pour protéger Mathilde, avant. Tout, répondit Clotilde.
Camille m'a confié sa fille, prétendant publiquement qu'elle partait pour un long voyage d'études à l'étranger. En réalité, elle est restée en France, mais sous une nouvelle identité, gardant un œil distant sur sa fille et sur Victor. C'est elle qui nous a alertés quand Victor a commencé à planifier sa vengeance contre Laurent. Mathilde, qui avait écouté attentivement, hocha la tête comme si ses explications confirmaient ce qu'elle savait déjà intuitivement. « Maman va bien », affirma-t-elle avec cette certitude troublante qui la caractérisait. « Elle reviendra bientôt, je l'ai vue dans mes rêves. » Laurent se tourna vers Clotilde, une nouvelle question lui brûlant les lèvres. Ces dons de Mathilde, cette capacité à voir des choses qu'elle ne devrait pas pouvoir connaître, d'où vient-elle? Clotilde caressa doucement les cheveux de sa petite fille avant de répondre. C'est un héritage familial en quelque sorte. Ma propre mère avait une sensibilité similaire, moins prononcée que celle de Mathilde, mais bien réelle. Cette perception extrasensorielle saute parfois des générations. Camille avait des intuitions remarquables, mais rien de comparable à ce que Mathilde peut faire. « Et Victor ?» demanda Geneviève. « S'il est si dangereux, que comptez-vous faire ?»« C'est pour cela que je suis venue, » répondit Clotilde, son expression devenant plus grave. « Victor ne s'arrêtera pas. Sa haine, sa jalousie se sont transformées en une obsession maladive au fil des ans. Maintenant qu'il a échoué à capturer Laurent, il cherchera d'autres moyens de vous atteindre. Nous devons agir rapidement. » Mathilde a dessiné l'endroit où seraient cachées les lettres interceptées, expliqua Laurent. Notre ancien siège social, une usine désaffectée dans la banlieue, est de Paris. Si nous pouvons récupérer ces lettres, ainsi que les documents compromettants que Victor aurait conservés, nous aurons des preuves concrètes de sa manipulation. Ce n'est pas sans risque, prévint Clotilde. Victor a probablement des complices qui surveillent les lieux. L'ancienne usine se dressait comme un fantôme d'acier et de béton dans la lumière grise du matin. Abandonnée depuis près de 15 ans, elle conservait pourtant une présence imposante, témoin silencieux d'une époque révolue. Laurent contemplait la façade délabrée avec un mélange de nostalgie et d'appréhension. C'était ici que tout avait commencé, son association avec Victor, les premières pierres de son empire immobilier, les rêves et les ambitions qui avaient façonné sa vie professionnelle. « Rien n'a changé », murmura-t-il, les mains enfoncées dans les poches de son manteau pour se protéger du froid matinal. À ses côtés, Jean-Pierre, son chef de la sécurité, scrutait les environs avec un professionnalisme vigilant. 2 autres agents se tenaient, en retrait, près des véhicules garés à distance respectable du bâtiment. « Vous êtes sûr que c'est prudent, monsieur ?» demanda Jean-Pierre pour la énième fois. « Si ce Victor est aussi dangereux que vous le dites, c'est précisément pourquoi nous devons récupérer ces preuves, » répondit Laurent avec détermination. « C'est notre meilleure chance de mettre fin à cette menace une fois pour toutes. » La décision avait été prise la veille au Pain Santes, soir après de longues discussions avec Clotilde, Geneviève et Élodie. Mathilde avait fourni des indications précises sur l'emplacement des documents cachés, une cache secrète derrière le bureau que Victor occupait autrefois, accessible par un panneau dissimulé dans la bibliothèque murale. La fillette avait dessiné les lieux avec une précision troublante, incluant des détails que même Laurent avait oubliés. Élodie et Mathilde étaient restées à la résidence de Neuilly sous la protection de 2 gardes supplémentaires, tandis que Clotilde et Geneviève les accompagnaient dans cette expédition. Les 2 femmes attendaient maintenant dans la seconde voiture, sur l'insistance de Laurent, qui aurait préféré qu'elles restent également en sécurité à la maison. « Allons-y », décida-t-il finalement. « Plus vite nous aurons récupéré ces documents, plus vite nous pourrons partir. » Ils s'avancèrent vers l'entrée principale, une lourde porte métallique autrefois imposante, désormais rouillée et partiellement sortie de ses gonds. L'intérieur du bâtiment était plongé dans une semi-obscurité poussiéreuse, la lumière du jour filtrant faiblement à travers les vitres sales des fenêtres industrielles. Des pigeons s'envolèrent à leur approche, leurs battements d'ailes résonnant sous la haute structure métallique du toit. Le bureau de Victor était au premier étage, dans l'aile est, m'indiqua Laurent s'orientant dans ce lieu jadis familier. Ils gravirent un escalier métallique aux marches grinçantes, Jean-Pierre en tête, une lampe torche à la main pour éclairer leur chemin. L'étage supérieur avait moins souffert, des années d'abandon que le rez-de-chaussée. Les anciennes cloisons qui séparaient les différents bureaux étaient toujours en place, créant un labyrinthe de pièces vides
et silencieuse. « Par ici », murmura Laurent, reconnaissant le couloir qui menait autrefois au bureau de Victor. La porte était fermée, mais céda facilement sous la pression. L'intérieur était étonnamment intact, comme si le temps s'était arrêté dans cette pièce particulière. Le bureau massif en acajou trônait toujours au centre, recouvert d'une épaisse couche de poussière. Les étagères murales étaient vides, à l'exception de quelques classeurs abandonnés et de vieux magazines jaunis par les années. La cache devrait être derrière la 3e étagère en partant de la gauche, expliqua Laurent, se référant aux indications de Mathilde. Il y aurait un mécanisme dissimulé dans la moulure supérieure. Jean-Pierre s'approcha de l'étagère désignée et examina attentivement la moulure. Après quelques instants, ses doigts trouvèrent une légère aspérité. Un déclic se fit entendre, et toute la section d'étagère pivota légèrement vers l'avant. Impressionnant, commenta l'agent de sécurité en tirant l'étagère. Votre Victor avait un goût certain pour le mélodrame. Derrière l'étagère se trouvait une petite alcôve aménagée dans le mur. À l'intérieur, une boîte métallique de la taille d'une valise était posée sur une étagère étroite. Laurent sentit son cœur s'accélérer. Mathilde avait raison, une fois de plus. Jean-Pierre sortit la boîte avec précaution et la posa sur le bureau. Elle n'était pas verrouillée. Lorsque Laurent souleva le couvercle, il découvrit plusieurs liasses de documents soigneusement rangés, ainsi qu'une boîte en bois plus petite, dont le couvercle sculpté lui était étrangement familier. « Ma boîte à souvenirs », murmura-t-il stupéfait, « celle qui était dans mon coffre. » Il l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, certaines ouvertes, d'autres encore scellées. Des lettres d'Élodie qu'il n'avait jamais reçues, des lettres de lui qu'elle n'avait jamais lues, des morceaux de leur vie, de leur cœur, volés et conservés comme des trophées macabres. « Monsieur ?» l'interpella Jean-Pierre, qui examinait les autres documents. « Je crois que vous devriez voir ça. » Il lui tendit une chemise, contenant des rapports financiers, des copies de transactions bancaires, des mémos internes. Laurent les parcourut rapidement, son visage se durcissant à mesure qu'il comprenait l'ampleur de la trahison de Victor. « Il a délibérément saboté notre entreprise, » murmura-t-il. « Détourné des fonds, manipulé des contrats, créé des conflits avec nos partenaires. Tout ça avant même notre rupture. »« Et il a gardé les preuves ?» s'étonna Jean-Pierre. « C'est mégalomaniaque, » compléta Laurent. Victor a toujours eu ce besoin maladif de conserver des traces de ses victoires, même les plus sordides. C'était sa façon de se prouver sa supériorité. Ils rassemblèrent tous les documents et quittèrent rapidement le bureau. En redescendant l'escalier, Laurent ne put s'empêcher de ressentir un certain soulagement. Ces preuves allaient enfin permettre de mettre un terme à l'emprise de Victor sur leur vie. Alors qu'ils approchèrent de la sortie, un bruit métallique résonna dans le vaste espace de l'ancienne usine. Jean-Pierre fit immédiatement signe à Laurent de s'arrêter, dégainant son arme par précaution. « Qui est là ?» lança-t-il d'une voix forte. Seul le silence lui répondit d'abord, puis des pas lents et mesurés se firent entendre, se rapprochant inexorablement. « Je me demandais quand tu viendrais, Laurent », dit une voix que Laurent aurait reconnue, entre mille, même après toutes ces années. Victor Leroy émergea de l'ombre, un sourire froid aux lèvres. Les années l'avaient marqué plus durement que Laurent. Son visage était creusé de rides profondes, ses cheveux autrefois bruns désormais entièrement gris, son corps autrefois athlétique désormais voûté par l'âge et l'amertume. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Toujours cette même froideur calculatrice, cette même lueur d'ambition dévorante. « Victor », articula Laurent, la gorge serrée par une colère contenue. « C'est terminé. Nous avons les preuves de tout ce que tu as fait. Les lettres interceptées, les documents sur tes malversations financières. La police est en route. » Ce dernier point était un mensonge. Il n'avait pas encore contacté les autorités, mais Laurent espérait déstabiliser son ancien associé. Victor se contenta de rire, un son dépourvu de toute joie véritable. « La police ? Et que leur diras-tu exactement ? Que j'ai intercepté quelques lettres d'amour il y a plus de 20 ans ? Que j'ai joué avec les sentiments de 2 jeunes gens stupides ? Ce n'est guère un crime passible d'emprisonnement, mon cher Laurent. Les tentatives d'enlèvement, en revanche, sont punies sévèrement par la loi, » intervint Jean-Pierre, son arme toujours pointée vers Victor. « Enlèvement » répéta Victor avec une surprise apparemment sincère. « De quoi parlez-vous ?
Laurent fronça les sourcils, déstabilisé par cette réaction. Les hommes à l'hôtel, ceux qui m'attendaient dans ma suite. Un éclair de compréhension traversa le regard de Victor, suivi d'un sourire ironique. Ah, ces hommes-là! Non, ce n'était pas mon idée. C'était celle de Thomas. Thomas, répéta Laurent confus. Ton fils? Mon ingrat de fils, oui, confirma Victor avec amertume. Il a toujours eu un sens moral excessivement développé. Quand il a découvert ce que j'avais fait à toi et à Élodie, il a décidé de... Comment dit-on aujourd'hui? Ah oui, de réparer les torts. Il secoua la tête avec dédain. Ces jeunes et leur idéalisme pathétique. Laurent peinait à suivre cette révélation inattendue. Tu veux dire que Thomas a organisé cette mise en scène pour me faire quitter l'hôtel? Pour me protéger? Pour te pousser vers la petite voyante? Plus précisément, corrigea Victor, ma petite fille. Il prononça ces derniers mots avec un mélange troublant de mépris et de fierté. Une enfant remarquable, n'est-ce pas? Tellement presciente. Thomas était persuadé qu'elle seule pourrait réparer ce que j'avais brisé. À cet instant, la porte principale s'ouvrit à nouveau. Laurent se retourna brusquement, craignant l'arrivée de complices de Victor. Mais ce fut une silhouette féminine qui apparut. Une jeune femme d'une trentaine d'années, aux longs cheveux châtains et au regard déterminé, qui rappelait étrangement celui de Mathilde. « Camille », souffla Laurent, reconnaissant immédiatement la fille adoptive d'Élodie d'après les photographies qu'il avait vues. Derrière elle venait un homme de son âge, grand et mince, dont les traits présentaient une ressemblance frappante avec Victor, en plus adouci, plus harmonieux. Thomas. Ça murmura Victor, son assurance vacillant pour la première fois. « Bonjour, père », répondit le jeune homme d'une voix grave où perçait une tension évidente. « Il est temps de mettre fin à tout ceci. » Clotilde et Geneviève entrèrent, à leur tour suivis par les deux autres agents de sécurité. Victor se retrouva cerné, mais ne semblait nullement inquiet. « Quelle touchante réunion de famille !» commenta-t-il avec sarcasme. « Manque-t-il quelqu'un ?»« Ah oui, Élodie. Et la petite sorcière. Dommage. Elles sont en sécurité, loin de toi. » répliqua Camille, avec une froideur qui contrastait avec la douceur de ses traits. « Et c'est exactement là où elles resteront. » Elle s'avança vers Laurent, lui tendant une main hésitante. « Je suis désolé pour toute cette mise en scène, monsieur Delacroix. Nous n'avions pas d'autre moyen de vous sortir de cet hôtel sans éveiller les soupçons de Victor. » Laurent serra sa main, encore abasourdi par ces révélations en cascade. « Vous avez organisé tout cela? La fausse tentative d'enlèvement? » « C'était le plan de Thomas, » expliqua Camille. « Il savait que son père préparait quelque chose contre vous, quelque chose de bien réel et de bien plus dangereux. Nous devions intervenir avant lui. »« Et Mathilde ?» demanda Laurent. « Comment a-t-elle su exactement quoi faire, quoi dire ?» Un sourire tendre éclaira le visage de Camille. « Mathilde a un don particulier, comme vous avez pu le constater. Nous lui avons simplement fourni les informations de base, votre présence à l'hôtel, le danger potentiel. Elle a fait le reste par elle-même, guidée par son intuition. Extraordinaire. » Thomas s'approcha à son tour, ignorant délibérément son père qui observait la scène avec un détachement inquiétant. « Monsieur Delacroix, commença-t-il, je tiens à m'excuser pour tout le mal que ma famille vous a causé. J'ai découvert il y a quelques années ce que mon père avait fait, comment il avait manipulé votre vie et celle d'Élodie. J'ai passé tout ce temps à essayer de rassembler des preuves, à comprendre l'étendue de ses actions, dans l'espoir de pouvoir un jour réparer ses torts. » Laurent examina attentivement le jeune homme. Il y avait une sincérité évidente dans ses paroles, une intégrité qui contrastait fortement avec l'aura manipulatrice de Victor. « Pourquoi disparaître ?» demanda-t-il. « Pourquoi laisser Camille et votre fille sans nouvelles pendant toutes ces années ?» Une ombre de regret passa sur le visage de Thomas. « C'était la plus grande erreur de ma vie. Quand j'ai confronté mon père à propos de ce qu'il avait fait, il m'a menacé, non pas directement, mais il a laissé entendre que toute personne proche de moi pourrait être en danger. J'ai pris peur. J'ai cru que la meilleure façon de protéger Camille était de m'éloigner d'elle. » Il jeta un regard à la jeune femme empreint d'un amour encore vibrant. « Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Quand je l'ai appris des mois plus tard, j'ai voulu revenir, mais j'avais déjà disparu à mon tour, » compléta Camille,
Avec l'aide de Clotilde, j'avais créé une nouvelle identité pour me protéger et protéger notre fille. Nous nous sommes cherchés pendant des années, toujours un pas trop tard, toujours une rencontre manquée. Jusqu'à ce que Mathilde commence à avoir ses visions, intervint Clotilde. Elle a vu son père dans ses rêves. Elle a vu Laurent. Elle a compris, avant nous tous, que le moment était venu de réunir toutes les pièces de ce puzzle brisé. Victor applaudit lentement, attirant à nouveau l'attention sur lui. Quelle histoire émouvante, vraiment. Je serais presque ému si je n'étais pas si déçu. Il fixa son fils avec un mépris non dissimulé. Tu aurais pu avoir le monde à tes pieds, Thomas. Au lieu de cela, tu as choisi de jouer les justiciers pour des gens qui ne te sont rien. Tu te trompes, père, répondit calmement Thomas. Ces personnes que tu as blessées, ce sont elles ma véritable famille. Pas toi, jamais toi. Cette réplique sembla frapper Victor plus durement que n'importe quelle menace physique. Pour la première fois, son masque d'assurance se fissura, révélant brièvement la solitude et l'amertume qui le consumaient depuis des décennies. « Et maintenant » demanda-t-il finalement, un étrange calme remplaçant sa morgue habituelle. « Qu'allez-vous faire de moi, me livrer à la police? Pour quel crime exactement ?»« Fraude fiscale, » répondit Laurent. « Détournement de fonds, falsification, de documents officiels. » Il tapota la boîte de documents récupérés. « Tout est là, Victor. Assez pour t'envoyer en prison pour plusieurs années. » Victor eut un sourire las. La prison, à mon âge, ce serait presque une délivrance. Une routine, des repas réguliers, du temps pour lire. Pourquoi pas? Cette réaction désarçonna Laurent. Il avait imaginé la confrontation finale avec Victor des centaines de fois au fil des années. Sa rage, ses dénégations, peut-être même sa violence. Mais pas cette acceptation presque sereine. Ce détachement face aux conséquences. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, Laurent? Poursuivit Victor, son regard s'adoucissant étrangement. Ce n'était jamais vraiment contre toi. C'était contre moi-même, contre ce que je n'ai jamais pu être. Il désigna l'usine abandonnée d'un geste ample. Tout ceci, nos entreprises, nos ambitions, même ma vengeance, ce n'était que du vent. Tu as construit quelque chose de durable. Moi, je n'ai fait que détruire. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Cette confession inattendue, cette vulnérabilité soudaine de la part d'un homme qui avait toujours semblé impénétrable, créait un malaise palpable. Ce fut Clotilde qui rompit finalement ce silence. « Il est temps de rentrer. Élodie et Mathilde nous attendent. » Laurent acquiesça, soudain pressé de quitter cet endroit chargé de trop de souvenirs amers. « Jean-Pierre, confiez Monsieur le Roi aux autorités. Assurez-vous qu'il soit traité correctement. » Victor ne résista pas lorsque les agents l'encadrèrent pour l'emmener. Au moment de passer devant son fils, il s'arrêta brièvement. « Elle te ressemble, tu sais, Mathilde. Elle a tes yeux, mes yeux aussi, quelque part. » Thomas ne répondit pas, mais son regard s'adoucit imperceptiblement. Non pas du pardon, pas encore, mais peut-être une forme de compréhension. Le retour à la résidence de Neuilly se fit dans une atmosphère étrange, mélange de soulagement et d'appréhension. Laurent conduisait, Clotilde à ses côtés, tandis que Camille, Thomas et Geneviève occupèrent les sièges arrière. La seconde voiture suivait, transportant les précieux documents qui allaient enfin permettre de tourner cette page sombre de leur vie. « Comment va-t-elle » demanda Camille, brisant le silence. « Ma mère. Geneviève m'a expliqué pour sa maladie, mais elle a des bons jours et des jours plus difficiles, » répondit Laurent. « Aujourd'hui était plutôt un bon jour quand nous sommes partis. Elle était impatiente de te revoir. » Camille hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Et Mathilde? Comment a-t-elle été ces derniers jours ?»« Extraordinaire, » affirma Laurent avec sincérité. « Elle nous a tous guidés, comme si elle avait un plan précis depuis le début. Ta fille est vraiment exceptionnelle, Camille. » Un sourire de fierté illumina le visage de la jeune femme. Elle l'a toujours été. Même bébé, elle semblait comprendre des choses que personne ne lui avait enseignées. C'est pour ça que j'ai eu si peur quand j'ai appris que Victor s'intéressait à elle. J'ai cru qu'il voulait l'utiliser, exploiter son don. Il l'aurait fait, confirma Thomas, la mâchoire crispée. Mon père a toujours été fasciné par ce qu'il ne pouvait pas contrôler, ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Mathilde représentait pour lui une énigme, un défi. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la résidence, Mathilde les attendait sur le perron, comme si elle avait su exactement à quelle heure il reviendrait.
Son visage s'illumina en apercevant Camille et Thomas. « Maman, papa !» s'écria-t-elle en courant vers eux. Les retrouvailles furent émouvantes, Camille serrant sa fille dans ses bras avec une ferveur qui trahissait toutes ces années de séparation forcée, Thomas s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de cet enfant qu'il connaissait à peine, mais qui était une part de lui. « Tu as réussi », murmura Camille à sa fille. « Tu as réuni tout le monde exactement comme tu l'avais dit. » Mathilde sourit, ce sourire sage et mystérieux qui la caractérisait. C'était écrit, j'ai juste suivi le chemin. Élodie apparut à son tour sur le seuil, soutenue par Madame Moreau. Son visage s'illumina en apercevant Camille, et elle ouvrit grand les bras. « Ma fille », souffla-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Ma Camille ». La jeune femme se précipita vers sa mère adoptive, l'enlaçant avec précaution, mais avec tout l'amour qu'elle avait conservé intact durant ces années de séparation. « Maman », sanglota-t-elle, « tu m'as tellement manqué ». Élodie caressa tendrement les cheveux de Camille, exactement comme elle le faisait lorsque cette dernière était enfant. « Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Son regard se posa ensuite sur Thomas, qu'elle examina avec curiosité. « Et tu dois être le père de Mathilde. » Thomas s'inclina respectueusement. « Thomas Leroy, madame, je suis honoré de vous rencontrer enfin. » Une ombre passa sur le visage d'Élodie à la mention du nom de Leroy, mais elle se reprit rapidement. « Les péchés du père ne sont pas ceux du fils, » dit-elle avec sagesse. « Bienvenue dans notre famille, Thomas. » Ces mots simples, cette acceptation immédiate et sans condition, semblèrent toucher profondément le jeune homme. Il inclina la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. La journée se poursuivit dans une atmosphère de réconciliation et de nouveaux départs. Ils déjeunèrent tous ensemble dans la grande salle à manger, partageant histoires et souvenirs, comblant peu à peu les vides laissés par les années de séparation. Élodie oscillait entre moments de clarté parfaite et instants de confusion, mais chaque fois qu'elle semblait se perdre, Laurent était là pour la ramener doucement, patiemment. En fin d'après-midi, tandis que Camille et Thomas s'étaient isolés dans le jardin pour une conversation privée longtemps reportée, Laurent rejoignit Clotilde, qui contemplait le paysage depuis la terrasse. « Je vous dois des remerciements, » dit-il en s'approchant. « Pour tout ce que vous avez fait toutes ces années. Veillez sur Élodie de loin, protégez Camille et Mathilde. » Clotilde sourit, ses yeux reflétant une sagesse acquise au prix de nombreuses épreuves. « Je n'ai fait que ce que ma conscience me dictait, Laurent. Pendant trop longtemps, j'ai été témoin du mal causé par Victor sans pouvoir l'arrêter. Aider sa famille à se reconstruire était la moindre des choses. »« Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Laurent. « Retourner à Montmartre ? Je pense que mon rôle de gardienne est terminé, » répondit-elle avec sérénité. « Mathilde a sa mère et son père désormais. Elle n'a plus besoin de moi de la même façon. »« Vous ferez toujours partie de cette famille, » affirma Laurent avec conviction. « La place que vous avez dans le cœur de Mathilde ne sera jamais remplacée. » Clotilde sembla touchée par ces paroles. « Merci, Laurent. Peut-être est-il temps pour moi de penser un peu à ma propre vie, après toutes ces années consacrées aux autres. » Plus. Tard ce soir-là, alors que la maison s'était enfin apaisée, Laurent retrouva Élodie dans la bibliothèque. Elle était assise près de la fenêtre, feuilletant l'une des lettres qu'ils avaient récupérées, une lettre qu'elle lui avait écrite plus de 20 ans auparavant et qu'il découvrait seulement maintenant. « C'est étrange, » dit-elle, lorsqu'il s'assit face à elle. « Lire ces mots que j'ai écrits il y a si longtemps, c'est comme entendre la voix d'une autre personne, et pourtant, je reconnais chaque sentiment, chaque émotion. » Laurent prit doucement sa main dans la sienne. « Nous avons perdu tant d'années, Élodie, mais nous en avons encore devant nous, des années que nous pouvons remplir de tout l'amour que nous n'avons pas pu nous donner. » Élodie sourit, ce sourire lumineux qui n'avait pas changé, malgré les années et les épreuves. « J'aimerais te montrer quelque chose, » dit-elle en sortant un petit carnet de sa poche. « Mathilde m'a suggéré de commencer ce journal, pour les jours où ma mémoire me fait défaut. » Elle l'ouvrit et le lui tendit. Sur la première page écrit de sa main élégante, un titre simple, « Notre histoire par Élodie Beaumont, pour les jours où j'oublie, pour les jours où je me souviens. » Laurent sentit son cœur se gonfler d'émotion. « C'est une idée merveilleuse. Nous pourrions l'écrire ensemble. »« J'aimerais beaucoup, » répondit-elle en serrant sa main.
Et peut-être pourrions-nous ajouter un nouveau chapitre à cette histoire. Un chapitre qui commencerait par « Et ils se retrouvèrent. Après toutes ces années. » Et ils vécurent heureux, compléta Laurent, se penchant pour l'embrasser tendrement. Dans l'embrasure de la porte, invisible pour le couple, Mathilde observait la scène avec un sourire satisfait. Dans sa main, elle tenait un nouveau dessin, l'image d'une bibliothèque lumineuse portant le nom d'Élodie Beaumont, un lieu rempli de livres et d'enfants, un espace de partage et de mémoire. « Parfait, » murmura-t-elle. « Tout est en place maintenant. » Elle s'éloigna silencieusement, laissant Laurent et Élodie à leur moment d'intimité retrouvé. Dehors, la nuit était tombée sur Paris, mais pour la première fois depuis bien longtemps, l'obscurité ne portait plus aucune menace. Seulement la promesse d'un nouveau jour, d'un nouveau départ, pour tous.